Bienvenue dans le podcast Paroles d'Histoire que vous retrouvez sur le site paroledhistoire.fr pour toutes les informations et les références citées dans le podcast. Aujourd'hui, on parle des émotions dans le monde savant, des joies, des angoisses des chercheurs et des chercheuses à travers le livre de Françoise Vaquet, Une histoire émotionnelle du savoir. Bonjour Françoise Vaquet. Bonjour à vous. Vous êtes directrice de recherche au CNRS. Oui. Et vous signez Une histoire émotionnelle du savoir, 17e, 21e siècle, publié aux éditions du CNRS. Alors c'est un livre tout à fait passionnant pour ce qu'on y apprend et aussi pour ce qu'on y retrouve de soi, du monde savant dans lequel on évolue. C'est presque comme un miroir de l'activité de recherche où on peut reconnaître beaucoup de passions plus ou moins avouables de ces gens à la fois étranges et ordinaires que sont les chercheurs et les chercheuses. Alors ma première question serait: comment en êtes-vous venu à étudier leurs émotions? En vous lisant dans l'introduction, on se rend compte que ce livre s'inscrit de façon finalement assez logique dans un parcours de recherche, mais il est arrivé aussi tard dans ce parcours, vous n'avez pas commencé par là, alors comment vous en êtes arrivé à ces émotions des chercheurs et des chercheuses? Oui, je me suis toujours intéressée, enfin pas toujours, mais le gros de mes travaux porte sur le monde savant et plus particulièrement sur le travail que les gens font dans le monde savant. C'est-à-dire, je ne me suis pas intéressée à l'histoire des idées, très peu à l'histoire institutionnelle. Ce qui m'a toujours passionnée, c'est de voir comment les savants se voyaient dans leur activité, comment ils communiquaient entre eux. Le dernier ouvrage que j'ai publié, avant celui-ci, portait sur l'ordre matériel du savoir. Comment les savants sont amenés à manier certains instruments, parfois des instruments ordinaires, comme une simple feuille de papier, un post-it presque, mais aussi des instruments plus sophistiqués. Comment aussi leur corps était formé à faire des actes savants, comment on éduquait l'œil, la main, etc. Et ce faisant, je me rendais compte aussi que ces gens-là, au fur et à mesure, éprouvaient des émotions. Et un jour, d'une façon évidente, en quelque sorte, ce sujet qui peut-être était latent, s'est imposé à moi et j'ai décidé donc de me lancer dans ce travail. En lisant ce travail, j'ai pensé à une citation que j'avais rencontrée quand je travaillais sur la Première Guerre mondiale. On en avait discuté un petit peu avant de faire l'émission. C'est celle d'un agrégé de lettres normalien, Pierre-Maurice Masson, mort tué au combat, et qui écrivait en 1916 à son épouse, lorsqu'il venait de terminer sa thèse sur Rousseau: « Eh bien, elle est là, je la tiens, je la regarde. Elle, c'est la thèse, à la fois l'odieuse compagne de tant d'années et l'enfant d'adoption qu'on caresse avec complaisance. Je ne te le cache pas, ce fut hier soir une petite joie, une joie réelle, que de feuilleter toutes ces pages, et je crois bien que ce matin j'aurais commencé à t'écrire beaucoup plus tôt, si je n'avais pas continué à travers l'énorme volume, une promenade de satisfaction. » Alors cette citation, j'ai pensé en vous lisant, en quoi on pourrait dire qu'elle fait écho à votre projet de recherche, cette émotion du chercheur devant le travail accompli. Devant le travail accompli et aussi devant le passé de ce travail. Et là, c'est une citation qui est très belle, outre finalement le contexte dans lequel elle s'inscrit. On voit cet homme qui probablement, sur le champ de bataille au moins à l'arrière, pensait aussi à sa thèse, cette thèse qu'il tient maintenant en main. Et on voit là aussi ce va-et-vient émotionnel, l'odieuse compagne, donc le travail scientifique est un travail long, s'il faut y penser. Donc, il y a des moments qui ne sont pas toujours des moments positifs. Et ensuite, la joie d'avoir cette chose entre ses mains, cette chose assimilée à un enfant, à sa créature d'une certaine façon. Ce qui peut, et ça j'en parle dans mon ouvrage, peut expliquer ensuite des sentiments extrêmement violents lorsque l'enfant est volé, dans le cas du plagiat. Alors ce rapport émotionnel au travail, à la recherche, au résultat de cette recherche, pourtant ça ne va pas de soi, puisque, vous l'expliquez, on a longtemps fonctionné avec l'idée du savant totalement dénué d'émotions, dénué d'affect, de la pure machine de recherche qui fonctionnerait tel un ordinateur et qui serait coupée de ses émotions. C'est une idée reçue. Est-ce que, d'ailleurs, on peut, avant de la critiquer, vous montrer à quel point cette idée ne fonctionne pas, mais est-ce qu'on peut peut-être expliquer comment cette idée s'est cristallisée? Qu'est-ce qui a fait émerger cette idée du savant totalement dénué d'émotions? Alors, ce que je voudrais pointer, si vous me le permettez, d'abord, c'est que les émotions que le savant éprouve dans son travail ne sont pas uniquement liées au travail de recherche propre. Le savant s'inscrit dans un milieu. Il est en relation avec des collègues,
des supérieurs, des inférieurs. Je n'ai pas parlé non plus des relations avec l'administration, qui aussi sont un autre problème. Ils travaillent dans des lieux qui peuvent être des lieux plaisants, mais aussi des lieux parfois fort déplaisants, des lieux durs, hostiles. Et aussi, ils manient des instruments qui marchent et qui ne marchent pas. Donc, si vous voulez, ce bain, en quelque sorte, affectif, ce bain émotionnel dans lequel le savant se trouve est un bain extrêmement vaste. Ce qui se passe, c'est que quand on lit, quand on voit des publications, et peut-être plus encore dans le monde des sciences dures, physique, chimie, biologie, etc., que dans les nôtres, c'est de voir cette façade complètement lisse qu'offrent les publications. La science se fait totalement impersonnelle. Le jeu, d'ailleurs, est presque absent des articles scientifiques. Le jeu est absent, mais si ce n'était que le jeu, ce serait peu de choses. Pas de titre de fantaisie. Tout est calibré, cadré. Tout le monde écrit à l'heure actuelle, depuis les années pratiquement 50, 60, tous les savants dans le monde entier écrivent leurs articles suivant le même plan, en 5 parties. Alors c'est le plan IMRAD, j'ai découvert ça en vous lisant, parce qu'effectivement quand on fait pas des sciences dures, on n'est pas familier de cela. IMRAD, est-ce qu'on peut dire ce que signifie cet acronyme? Alors c'est un acronyme anglais, bien sûr, qui veut dire introduction, matériel et méthode, recherche, and discussion. Voilà, donc il y a ces 5 parties qui calibrent tous les articles. Le résumé, l'abstract en tête est calibré. Les textes, les titres, sont calibrés, pas de titre de fantaisie. Les mots-clés eux-mêmes sont calibrés. Donc il y a et le style et cet anglais scientifique, un anglais totalement impersonnel. Donc, si vous voulez, quand on lit ces articles qui font quand même le gros de la production scientifique, si on regarde bien, mais si on regarde aussi des articles de sciences humaines, on voit une façade très lisse ou relativement lisse. Et là, naturellement, il y a plus qu'un écart, un véritable gap, entre le savant, personne au travail, et les produits publics, les livrables, comme nous disons, qui sont le résultat de ce travail. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, 2 choses. D'abord, nous avons un monde qui s'inscrit sous le signe de la raison. La raison est la valeur dominante, et qui fait que ce monde professionnel, qui après tout n'est pas différent d'autres mondes professionnels, mettant comme bannière la raison, se donne une certaine image. Et cela a été aussi, c'est conforté, par la notion d'objectivité. Cette notion qui a commencé à se développer dans les années centrales, donc du 19e siècle, d'abord pour les sciences dures, et ensuite, comme Daston et Galison l'ont montré, par un phénomène en quelque sorte d'avalanche, a gagné tout le reste du savoir. L'histoire, à l'anglo-esséniobos, la sociologie, Durkheim, la littérature, les études de Lançon. Donc, également, cette objectivité a gagné des techniques intellectuelles. Si nous prenons les géographes, par exemple, avec la géographie moderne, telle que Vidal-Lablache la met en place, le jeune géographe va être formé sur le terrain à voir. Et son regard va être formé à être un regard aussi objectif. Pas saisir la beauté d'un paysage, qui par ailleurs peut lui plaire, pas saisir la beauté d'un paysage, mais porter un regard expert. Alors le regard d'un géographe qui ne sera pas celui ni d'un touriste, ni celui d'un artiste paysagiste. Le regard, donc un regard expert, un regard scientifique sur le paysage. Et ce regard expert, cet effort d'objectivité se traduit aussi, vous l'avez dit, pour les sciences dites dures, par des pratiques d'écriture. Vous avez cité à l'instant Langlois et Seniobos, un des grands aspects de leur travail pour mettre en forme la méthode historique à la fin du XIXe siècle consiste à dire comment écrire et comment faire disparaître les affects de l'écriture, ces affects qui étaient tellement présents pour la génération romantique, pour Augustin Thierry, pour Michelet. Et bien là, on s'en déprend totalement, et c'est un modèle qui a continué d'imprégner l'historiographie francophone, on va dire, largement jusqu'aux années 1970-80, et même encore en grande partie aujourd'hui. Oui, et alors tout cela ensuite a continué d'une certaine façon, presque, je ne dirais pas sans dire, mais de façon très, très commune, ne serait-ce que dans l'enseignement, où finalement, moi je me rappelle quand j'ai fait les études d'histoire, on me rappelait qu'il ne fallait pas, d'abord qu'il ne fallait pas dire je, mais surtout qu'il ne fallait pas s'indigner, qu'il ne fallait pas s'émouvoir. Et là, je pense qu'il y aurait tout un travail à faire pour montrer comment, de cette façon en quelque sorte plus commune, d'une certaine façon moins théorique du moins, eh bien,
un modèle continue à se perpétuer. Ce modèle, en même temps, vous montrez à l'aide de documents qu'il n'est pas parfaitement étanche ni solide, qu'évidemment des émotions affleurent même quelquefois dans des textes de recherche. Pour les traquer, ces émotions, vous avez eu recours à différents documents. C'est évidemment un sujet tellement vaste que c'est compliqué de cerner un corpus, mais il me semble en vous lisant que vous avez eu, je dirais, deux grands massifs documentaires. D'un côté, des égo-documents au sens large, des lettres, des témoignages de chercheurs, et puis de l'autre côté, et ça m'a beaucoup intéressé, ce qu'on pourrait appeler une littérature grise, de rapports, d'enquêtes, notamment à partir des années 80-90, on voit que les institutions universitaires commencent à se préoccuper un petit peu du bien-être, des perspectives d'avenir, des gens qui font de la recherche, et donc on commence à faire des enquêtes. Alors, comment ces deux types de sources, vous les avez un petit peu maniés ensemble pour arriver à trouver des résultats? D'abord, il a fallu les trouver pour commencer. Et aussi, vous parliez du biographique, autobiographique ou égo-document, comme l'on veut. Il faut les élargir. Par exemple, des documents que l'on souvent ne pensait pas, comme tous les remerciements. Les remerciements sont absolument saturés d'affect. C'est même le seul lieu souvent dans un livre où on se les permet. Exactement. Et c'est souvent le seul lieu où l'on voit la personne, si j'ose dire, la personne humaine apparaître à côté. Et dans le corps du livre, nous aurons la personne, officielle, la personne savante, en quelque sorte, professionnelle, si j'ose dire. Cela souvent en particulier, si je peux me permettre, dans des ouvrages d'ethnologie et d'anthropologie. Alors là, l'anthropologue sur le terrain a souvent vécu des émotions extrêmement fortes, extrêmement denses, mais dans l'ouvrage, il n'en parle pas, parce que s'il en avait parlé, il aurait paru émotionnel, il aurait en quelque sorte disqualifié son travail. Par contre, dans des paratextes, il en parle, et aussi dans cette forme tout à fait extraordinaire, ou dans des ouvrages parallèles, pensons à la thèse de Philippe Descola, et ensuite Les Lances du crépuscule, ouvrage paru dans la collection Terre humaine, où il explique beaucoup plus donc son terrain. Mais aussi chez Michel Perrin, là c'est vraiment un document absolument fascinant. Michel Perrin est un anthropologue qui a travaillé sur des populations d'Amazonie, sur la question de chamanisme. Et Michel Perrin a imprimé dans le même livre, en italique, son journal terrain, ses impressions personnelles, et en caractère romain, le travail scientifique. Le travail objectivé. Oui, exactement. Donc, si vous voulez, il faut élargir un petit peu ce biographique, ne pas s'en tenir simplement aux biographies des personnes, aux autobiographies, aux nécrologies aussi, qui apportent pas mal de documents, les correspondances. Bon. D'autant que ce sont souvent ces biographies et autobiographies des gens consacrés qui, à la fin de leur carrière, rédigent un récit qui est d'ailleurs parfois un petit peu, non pas embelli, mais disons lissé de leurs émotions, avec parfois une trajectoire triomphale jusqu'au Collège de France, jusqu'au grand laboratoire, etc. Et donc il faut aussi arriver à voir les gens plus ordinaires, qui sont pas juste les grands chercheurs consacrés. Exactement. Et c'est pour ça que ces enquêtes, par exemple, permettent d'avoir avoir un champ beaucoup d'observation, pour moi, plus large. Et cela, on les voit, soit dans des témoignages que des personnes ont apportés, des jeunes chercheurs, par exemple. On le voit également dans des enquêtes sur le monde universitaire, des fois des enquêtes qui porteront sur toute autre chose, mais sur des carrières, par exemple, sur l'évolution de carrière, et des moments, des personnes qui ont eu des accidents de carrière ou des difficultés dans leur carrière apportent des témoignages émotionnels. On le voit aussi dans des documents que des personnes ont laissés sur ce qu'est l'ordinaire du travail. Alors bon, il y a le témoignage splendide d'Arlette Farge, sur le goût de l'archive, bien sûr, bien connu des historiens et des étudiants en histoire, on leur fait souvent lire. Mais il y a aussi d'autres témoignages, et en particulier aussi en histoire, mais aussi par exemple sur le travail de terrain maintenant, de jeunes chercheurs ont laissé aussi des témoignages. Parler de ces jeunes chercheurs, ça amène peut-être à dire que ce type de texte se multiplie depuis ce que vous utilisez comme expression dans le livre, l'idée d'un tournant réflexif des sciences humaines en particulier depuis les années 1980 en gros. Et ça se voit notamment beaucoup dans les mémoires qu'on appelle souvent égo-histoire, déposées pour les habilitations à diriger les recherches. De plus en plus sont publiées, de plus en plus donnent accès à la construction par les individus de leur propre rapport au savoir,
lire. Très récemment, Étienne Anaheim en a publié un qui est remarquable, le travail de l'histoire, de l'historien. Donc c'est des documents qui deviennent plus courants. Il est plus courant aujourd'hui de parler de soi, de parler de sa recherche que ça n'était encore il y a 60 ou 80 ans. Oui, je dirais oui, du point de vue de la masse documentaire, une masse documentaire qui devra aussi être étudiée, car il y a là aussi un certain nombre de topos qui arrivent et dont on peut se demander s'ils correspondent à la réalité vécue ou au contraire à une sorte d'adéquation au milieu, hein, c'est certain. Ces documents, j'en ai lu quelques-uns. J'ai été je ne dirais pas un peu je suis un peu sur ma faim d'une certaine façon parce que je trouvais parfois de mêmes choses qui revenaient. Il faudrait en voir beaucoup avec une grille de lecture extrêmement précise. Il faut penser aussi que ces documents, et je ne parle pas au travail d'Étienne Anaheim publié, ni au travail de Patrick Boucheron publié, mais aux travaux, comment dire, en quelque sorte dactylographie, que l'on présente au moment de l'habilitation. Si là quand même, c'est la dernière épreuve avant d'avoir l'habilitation et de pouvoir ensuite poursuivre la carrière, s'il n'y a pas là quand même une certaine parfois modération qui a pu jouer, il faut quand même être on est dans un cadre encore très ritualisé. Moi j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que oui, et certaines choses. Ce serait intéressant justement de voir ce qui a été publié et ce qui ne l'est pas, et de voir s'il n'y a pas un travail après de mise en écriture, et aussi, par exemple, je pense au cas de Patrick Boucheron, une mise en écriture plus littéraire aussi. Les savants que vous étudiez sont pour beaucoup, durant la première moitié du XXe siècle, des hommes, et puis émergent au fil de la recherche, à partir des années 70-80 encore une fois, des femmes au travail, de la recherche. Est-ce que cette question de la place des hommes et des femmes, et puis éventuellement de la place de leurs émotions, vous voulez être posée en travaillant sur ce livre? Oui, je me suis posé cette question sans pouvoir totalement la résoudre, parce que je pars essentiellement sur la base de témoignages écrits. Je n'ai pas été formée à la technique des archives orales. Je peux les utiliser, mais je ne saurais pas les faire parce que il faut faire aussi c'est un genre à maîtriser, à apprendre. Donc, j'ai essentiellement travaillé sur des témoignages écrits. Or, quand on regarde toute la littérature, et elle est abondante, sur la place des femmes dans le monde scientifique, ce qui compte majoritairement dans les agendas de recherche, c'est, si vous voulez, la carrière. Combien l'entrée des femmes dans l'université comme étudiantes, ensuite l'entrée des femmes comme, disons, assistantes, aujourd'hui on dirait maître de conférence, ensuite comme professeur. C'est censé monter, savoir si ce plafond de verre va être... Une question de proportion. Oui, et savoir si le plafond de verre va être brisé, et aussi les disciplines. Dans quelle discipline il y en a plus, dans quelle discipline il y en a moins, à quoi on se heurte, etc. Et c'est très curieux de voir que sauf exception bien sûr, les émotions ont été très peu prises en considération. Est-ce que ce n'est pas d'une certaine manière parce que précisément il y a eu longtemps l'association qui a été faite entre le rationnel, l'objectif qui serait masculin et puis l'émotif qui serait féminin? Est-ce qu'il n'y a pas là une forme de compensation à ce discours qui a longtemps existé? Ça, ce serait fort possible. Et là vous évoquez ces grands binômes qui ont été faits comme objectivité, subjectivité. La subjectivité étant en quelque sorte l'ennemi intérieur de l'objectivité, subjectivité qu'il faut réduire. Donc nous avons objectivité, subjectivité, esprit, corps, masculin, féminin. Là, on entre dans toute une série de binômes qui fonctionnent parfaitement. Oui, vous avez raison. Les émotions que vous travaillez, elles se répartissent, disons, en deux types. Il y a des émotions positives et des émotions négatives. Oui. En vous lisant, on se rend compte que, peut-être parce qu'elles s'écrivent plus, les émotions négatives tendent à dominer. Les chercheurs, les chercheuses sont quand même des êtres souvent angoissés, souvent frustrés par toute une série de choses. Alors, avant d'y venir, je voudrais quand même évoquer quelques plaisirs de la recherche, et notamment parmi les plaisirs, vous accordez une place au phénomène d'admiration, au choc que provoque soit des lectures, soit des maîtres. Le phénomène du maître, notamment il y a Braudel, Bourdieu qui reviennent dans le livre comme des figures extraordinairement importantes qui ont marqué ceux qui les ont connus. Ça fait partie, là aussi peut-être de passages obligés dans des textes autobiographiques de dire quelle est la rencontre marquante, rencontre de livres, et plus souvent rencontre de personnes. Oui, alors ça c'est une chose qui frappe. Il y a souvent pas toujours naturellement bien sûr, des avant et des après. Souvent ce qui déterminait plus qu'une carrière, plus qu'un choix disciplinaire,
le choix d'une thèse, c'est une personne. Ça, c'est certain. On le voit avec des personnes, naturellement, qui ont exercé des influences majeures du type Brodel. Ça, et là, les témoignages, les témoignages absolument enthousiastes de Chonu, peut-être, étant donné l'enthousiasme inné qu'avait Pierre Chonu, faudrait peut-être le modérer, mais quelqu'un comme Frédéric Moreau, qui était un homme beaucoup plus mesuré, le séminaire de Brodel, c'est une révélation. Et ensuite, la Méditerranée, qui quand même aussi a été un très grand ouvrage. Justement, les gens font la distinction entre le choc que peut provoquer un livre et le choc que peut provoquer une personne. Et ça, je pense que c'est lié à une dimension humaine. Et très souvent, d'ailleurs, on voit j'avais vu ça dans un ouvrage précédent, sur les maîtres et les disciples. On voit très souvent que l'itinéraire se faisait ainsi. Premier choc, premier, penchant, en quelque sorte, lors du cours, puis le séminaire. Et ensuite, ce qui comptait, c'était la conversation interpersonnelle, le lien à la personne. Un mot dit par une personne, souvent amenant presque un bouleversement existentiel. Alors à côté de ces moments ponctuels et très intenses, il y a aussi des plaisirs plus ordinaires. Vous vous rappelez, vous avez dit tout à l'heure que les chercheurs ont des corps, qui vont dans des lieux, et cette dimension du lieu et presque de la routine, de l'habitude à retrouver un lieu que l'on aime, c'est très présent. On le voit d'ailleurs beaucoup chez les scientifiques de laboratoire. Lorsqu'on a réussi à avoir un beau laboratoire, qu'on a bien aménagé, qu'on s'y sent bien, c'est une émotion très puissante, et d'autant plus puissante quand on doit le quitter d'ailleurs. C'est très douloureux parfois de fermer la porte du laboratoire lorsqu'on a terminé sa recherche, parce que c'est le lieu qu'on aime retrouver. Oui, là, il y a l'exemple peut-être majeur est donné par François Jacob. François Jacob, dans son autobiographie, La statue intérieure, qui est un texte merveilleusement écrit avec une facilité de plume, peut-être c'était plus dur pour lui, mais on le lit comme ça. François Jacob a parlé dans des termes absolument enthousiastes de son entrée à l'Institut Pasteur, et dans son laboratoire, dans la pièce, une grande pièce qu'il avait. Et c'est très beau, il s'y sent bien. Par contre, il est gêné au moment de midi parce que l'équipe venait, c'était la seule grande pièce, venait déjeuner là. Et il n'avait qu'une envie, c'était de les voir partir pour reprendre sa recherche. Et dans cette pièce, il montre comment aussi, ensuite, il est habitué, il a tout sous la main, de sorte que quand il va travailler quelque temps en Californie, eh bien, dans ce nouveau laboratoire la pièce n'est pas agréable, c'est un sous-sol, etc. Mais en même temps, il ne trouve plus rien. Il se trouve comme un débutant. Oui, exactement. Il est gauche, il ne trouve plus rien. Ce que l'on éprouvé dans des laboratoires, bien des chercheurs en sciences humaines l'ont éprouvé à la Bibliothèque nationale. Alors ça, c'est un point sur lequel je voulais vous interroger, parce que c'est très très intéressant, parce que beaucoup des gens qui nous écoutent n'ont pas connu sans doute l'ancienne BNF, la salle Labrouste, prestigieuse et magnifique, et ont encore moins connu le bouleversement qu'a représenté, à la fin des années 90, le transfert, le passage de tout un monde à un autre, et là il y a vraiment un avant et un après qui a été tellement marquant que des articles et un numéro spécial du débat, si je me souviens bien, a été publié pour recueillir les témoignages, et ce qui était presque un traumatisme pour une génération de gens. Même certains ont cessé d'aller à la BNF parce qu'ils ne se retrouvaient plus dans leur lieu. Alors ça a été très très marquant. À titre personnel, moi je l'ai vécu, j'étais à l'époque vacataire, je payais une partie de mes études en faisant des vacations à la bibliothèque, et j'ai vu aussi des lecteurs complètement déboussolés, errant dans les salles, ne sachant pas comment ça marchait, tout marchait très mal en plus, les machines tombaient en panne en permanence qui devaient amener les livres. Enfin voilà, ça a été effectivement un moment que je pense des gens ont du mal à concevoir aujourd'hui, même si on voit que la BNF aujourd'hui ne fonctionne pas parfaitement, que c'est toujours compliqué d'y accéder, de descendre dans les salles, mais on a du mal peut-être à saisir ce qu'a été ce moment de la fin des années 90. Oui, je crois, et d'ailleurs que les autorités ont mal mesuré à ce moment-là l'attachement émotionnel que des personnes pouvaient avoir à leur lieu de travail. Une enquête avait été faite à la Bibliothèque nationale Richelieu quelque temps avant le déménagement, et là des sentiments d'attachement d'une intensité considérable s'était donné à voir dans cette enquête dirigée par Baudelot. Il faut dire que les gens passaient les journées à la bibliothèque nationale, je sais pas, une proportion énorme de personnes, il restait plus de 7 heures par jour, et l'ancienneté moyenne
donc juste avant le déménagement, l'ancienneté moyenne de fréquentation était de plus de 14 ans. Il y a des personnes qui passaient toute leur journée, et bien des chercheurs du CNRS, comme moi-même, n'avons pas de bureau, eh bien, nous avions une table. Et cette table, sans qu'elle soit véritablement réservée, elle l'était implicitement. Oui, ce n'avait rien de légal, mais c'était une habitude. Oui. Et les gens avaient des places préférées pour des raisons totalement diverses, naturellement, mais chacun justifiait sa place. Et on s'asseyait là et pas autrement. Et déjà trouver sa place prise, eh bien la journée commençait mal. Ne parlons pas s'il fallait aller de l'autre côté. Alors là, on travaillait mal toute la journée. Ce qui fait aussi, donc il y avait un public fidèle, en quelque sorte, de gens qui se connaissaient, peut-être pas tous, mais on se connaissait, on se présentait, etc. Et se créaient aussi des communautés, des petites communautés, qui étaient des communautés à la fois mi-intellectuelles, mi-amicales, je dirais. Très souvent, on se rencontrait, on commençait à potiner, bien sûr, et ensuite, c'était, sur quoi tu travailles? Tu sais, il y a un tel qui travaille sur des choses similaires, ça peut t'intéresser. Donc, il y avait aussi un échange, si vous voulez, à la fois, amical, professionnel aussi, mais aussi scientifique. Et ça, ces échanges ont largement été perdus une fois que les gens sont passés à Tolbiac, parce que les gens n'avaient plus le temps. Et la configuration aussi de Richelieu est portée. C'est allée centrale où tout le monde passait, ensuite la salle des catalogues où tout le monde était obligé d'aller. Le passage à Tolbiac a été un passage qui a été à la fois, qui a été fait de sentiments mêlés. Les travaux les préparatoires ont duré plus de 10 ans, hein. Et pendant 10 ans, naturellement, toutes les rumeurs ont circulé, des rumeurs catastrophiques, mais aussi des enthousiasmes, des facilités considérables étaient promises. Oui, l'ouverture jusqu'à 22h. 22h. Tous les livres, on aurait tous les livres, non seulement ceux de la Bibliothèque nationale, mais ceux des bibliothèques de province, tout viendrait. Il y aurait des petits bureaux réservés, etc., etc. Donc, et quand les gens sont arrivés à Tolbiac, naturellement, ça a été une déconvenue, comme vous le disiez justement, rien ne marchait, tout bloqué, les cartes se démagnétisaient, on n'arrivait pas à voir les livres, et après 3 semaines vraiment de pagaille, je dirais, eh bien après 3 semaines, les personnels ont fait une grève qui a aussi duré 3 semaines, je crois que c'est la plus longue grève dans l'histoire de la Bibliothèque nationale, et quand la bibliothèque a réouvert, tout a fonctionné, mais fonctionné en mineur. D'où des déconvenus. Des gens qui ont arrêté de venir, même, des gens qui ont... le public s'est considérablement rajeuni. Le public a complètement changé. Il y a des gens qui ne sont plus venus, aussi parce qu'ils ne pouvaient plus venir, parce qu'au début, je pensais que les marches étaient sans rampe, monter encore ça allait bien, mais descendre c'était assez vertigineux, et puis c'était fatigant pour des personnes d'un certain âge. Donc le public s'est complètement modifié. Des gens plus jeunes qui seraient venus se sont dégoûtés à cause de ces 3 semaines très fâcheuses, et donc peu à peu la configuration du public s'est modifiée, et là aussi est arrivé un autre phénomène qui est l'édition numérique, qui fait que maintenant, nous avons sur nos ordinateurs chez nous, nous avons par exemple toutes les revues. Donc ça change beaucoup. On a plus cette nécessité d'aller aussi grande du moins, on doit encore aller à la bibliothèque, mais moins grande. Il y a un autre changement qui est plus global, ça c'est évidemment un phénomène avant tout parisien, avec des chercheurs qui venaient bien sûr de la BNF d'autres horizons, mais ça a concerné avant tout un milieu parisien, celui que vous avez évoqué. Il y a un phénomène plus global, d'une quinzaine d'années antérieures, que vous racontez également, et là aussi qui est une sorte de préhistoire de la recherche que nos éditrices auditeurs plus jeunes auront peut-être du mal à imaginer, ça a été l'irruption de l'ordinateur. L'irruption de l'ordinateur qui a bouleversé non seulement les pratiques intellectuelles, mais les émotions des chercheurs, les émotions très partagées entre la terreur de perdre ses données, de ne pas arriver à faire fonctionner la machine, et puis l'émerveillement de pouvoir imprimer soi-même une page aussi bien que l'aurait fait un imprimeur. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a du mal à mesurer aujourd'hui, où c'était devenu tellement banal, mais les premières imprimantes, les premiers traitements de texte qui permettaient à chacun de faire sa mise en page et de déployer soi-même son propre travail intellectuel, ça a bouleversé un certain nombre de gens. Ça vraiment, je crois, dans la pratique ordinaire, en quelque sorte, du travail, c'est quelque chose
auquel on ne pense plus aujourd'hui, tellement l'usage de l'ordinateur est devenu une banalité et aussi une facilité et aussi un moindre coût. Je me rappelle avoir fait ma maîtrise avec une machine à écrire, puisque j'ai commencé comme cela, et avoir acheté le premier ordinateur quand je faisais ma thèse de doctorat d'État, parce que à cette époque-là, c'était assez gros, même si moi j'ai été relativement modérée, je n'ai fait qu'un millier de pages, et se poser la question, comment allait-on faire pour taper tout cela? Et donc acheter un ordinateur. Et le début, il faut dire que les ordinateurs, c'était assez difficile à maîtriser, ne serait-ce que déjà à brancher. La documentation était absolument, il y avait un énorme volume absolument incompréhensible, et le début était c'était très difficile. Il y avait à la fois l'émerveillement, comme on a dit, de cette machine qui permettait justement d'avoir une mise en page parfaite, avoir les notes qui suivaient, et vous verrez un jour, si vous avez l'occasion, dans des ouvrages qui sont imprimés encore dans des thèses dans les années 50, 60, on voit des notes bis, ter, quater, parce que les gens ne voulaient plus rechanger l'ordre. Oui, ils avaient fait une première numérotation, et puis en tapant, on se rendait compte qu'il y avait une note à insérer, et du coup il fallait faire la note 25 bis. Voilà. Et donc il y a eu cette facilité qui était donnée. On voyait le texte, c'était, j'assure, merveilleux de voir tout ça. On faisait rien, et le texte ensuite s'imprimait tout seul. Et ensuite il y avait naturellement la peur de ne pas savoir faire marcher la machine, la peur d'être inférieur à la machine. La peur aussi chez des humanistes, hein. La machine, c'est la technique. Nous sommes des gens de l'esprit. Qu'est-ce que c'est que la machine? Il y avait aussi cet aspect des choses qui... Ça renvoie à un thème que vous travaillez beaucoup dans votre livre, c'est le rapport finalement esthétique à la recherche. Le goût de la belle chose, le goût du papier, le goût du livre. Voilà, et le matériel est quelque chose, bon, qui doit compter, qui compte moins dans l'ordre des valeurs. Il y avait la peur aussi de casser la machine, parce que la machine était coûteuse et elle était grosse. Aujourd'hui, l'ordinateur, ça se porte facilement, à l'époque là, non. Et puis aussi la grosse dépense que l'on avait faite quand on avait acheté cela. Et il y avait donc ce qu'on appelait une perception apeurée de la machine qui coexistait avec cet émerveillement. L'étape suivante est arrivée, et ça aussi les gens l'oublient, avec Internet. Il y a eu une méfiance très grande par rapport à Internet. Les gens ne voulaient pas mettre en ligne des textes. Il y avait la peur d'être volé, une chose. Mais aussi, c'était jugé moins bien que l'imprimé. Publication informatique était jugée comme une publication de second ordre. Alors maintenant, tout cela a un peu disparu. Il n'y a plus ce phénomène que l'on a appelé de computer anxiety, anxiété de l'ordinateur. Et maintenant, il y aurait plutôt une autre, disons, pathologie qui se serait mise en place. Ce seraient les phénomènes de frustration, des phénomènes de rage. On est habitué à ce que la machine réponde vite, et quand elle ne répond pas vite, eh bien, on voit ça se voit dans d'autres métiers également, mais les machines aussi, parce que les savants en plus sont des gens toujours pressés, et on voit les gens qui tapent frénétiquement sur la touche entrée, et naturellement après ça bloque. Et ce sont des phénomènes là qui sont étudiés sous le nom de computer frustration, computer rage, et qui montrent les émotions. Or ces émotions, en plus, là je voudrais bien insister sur ça, ce sont pas simplement des anecdotes ou des choses, comment dire, des à côté. Des à côté. Ça joue dans le travail. Quand le jour où vous aviez perdu un texte, ou bien même maintenant, quand vous naviguez sur des sites et que vous pensez que vous allez trouver, maintenant on y est presque, et que l'on voit s'afficher erreur 404, page not found, on a qu'une envie, c'est d'envoyer la machine promener, et surtout ça amène un moment plus ou moins grand de déconcentration, et ensuite il faut se remettre au travail. Parmi les angoisses, les difficultés, il y en a une qui est malheureusement familière aussi des collègues actuellement, ce sont les problèmes de recrutement. On est dans un contexte où le nombre de postes est de plus en plus restreint, et évidemment on le déplore, mais ces difficultés devant les recrutements, elles se rencontrent pour tous les chercheurs à toutes les étapes. Vous citez longuement notamment les lettres de Marc Bloch et Lucien Febvre pour leur campagne respective au Collège de France, en montrant à quel point ça a été compliqué pour ces hommes qui étaient déjà des savants installés,
parlé, de se soumettre au rituel, en partie humiliant, complexe, opaque, de l'élection, de la recherche d'un poste. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur cet épisode qui est pas toujours bien connu, mais qui a été très important pour eux? Oui. D'autant que là, en général, souvent, pour étudier ces phénomènes, on pense au recrutement, c'est-à-dire au premier recrutement, à l'entrée dans la carrière, qui souvent est extrêmement difficile, extrêmement douloureux. Aujourd'hui, on voit pour de jeunes, des doctorants, des docteurs plus exactement, de jeunes docteurs, mais qu'il a été, je peux vous le rappeler aussi, dans les années 70, après 68, il y avait eu un grand appel d'air, et après, immédiatement, l'accordéon, en quelque sorte, s'est refermé, et la génération qui est arrivée sur le marché, si je veux dire, dans les années 70, a eu beaucoup de difficultés aussi. Alors, on pense au recrutement, mais aussi il faut penser à la suite de la carrière, parce que les gens progressent là-dedans. Et donc, je me suis intéressée justement à ces entrées au collège de France, parce qu'à la différence des universités, où souvent nous n'avons que très peu de documents, les documents qui restent sont procès-verbal, disons, des concours. De la commission, et puis après, ce sont surtout des bruits et des témoignages informels. On a peu de choses. Alors que là, d'abord, on a les rapports qui sont faits pour les thèses, et on a quelques éléments dans les procès-verbaux au Collège de France. Et là, pour certains cas, celui de Holboix, par exemple, celui de Marc Bloch, Lucien Febvre, on avait des documents. Holboix, je rappelle, qui a été élu au Collège de France sous la Deuxième Guerre mondiale, et d'ailleurs qui n'a malheureusement jamais pu enseigner, puisqu'il a été déporté, qu'il est mort en déportation. Mais Holboix avait tenu son journal de campagne, où il a noté toutes les visites qu'il a faites. Sont des vignettes tout à fait, parfois amusantes, parfois pittoresques, parfois aussi dures. Il souffre par moments, et d'autres moments il a des enthousiasmes, il pense que c'est gagné. Et la correspondance de Marc Bloch et Lucien Febvre, dont je rappelle que tous les deux, ils ont été candidats à plusieurs reprises, Febvre 3 fois, Marc Bloch 3 fois, et Marc Bloch n'est jamais rentré au Collège de France. Et donc, là, on a énormément de documents. Febvre, les lettres de Febvre, les lettres de Bloch, et aussi certaines lettres à des personnes avec qui ils étaient en contact. On voit les alliances, on voit les enjeux, on voit aussi des moments stupéfiants, la mort d'un professeur en pleine séance de discussion sur les candidatures qui a complètement brisé l'élection possible de Marc Bloch. De Marc Bloch. Et alors là, c'est quand Marc Bloch était, disons, en concurrence, en quelque sorte, avec un de ses collègues, d'ailleurs, de Strasbourg, qui, lui, se présentait pour la chaire d'Antiquité nationale. Et il était défendu par l'abbé Breuil. Et au moment, donc, des discussions, un chimiste qui s'appelait Matignon prend la parole en faveur, donc, de la chaire Antiquité nationale, et puis, tout congestionné, etc., une crise cardiaque, et meurt. Imaginez la stupéfaction qu'il a eu, le processus est arrêté, et là, on voit que Bloch et Febvre disant il vaut mieux que ça se recule le plus possible pour éviter l'impact émotionnel. Et cet impact émotionnel, l'abbé Breuil, qui défendait la chaire Antiquité nationale, l'a très bien saisi lorsque l'affaire est été reprise, et l'abbé Breuil, avant de redire le texte qu'il avait dit en faveur donc Antiquité nationale, fait précéder ce texte d'une déclaration où il rappelle les circonstances et les derniers mots du glorieux défunt, comme si le glorieux défunt, depuis le ciel, parlait pour Antiquité nationale. Et là, on peut imaginer l'émotion considérable qu'il y a eu. Et aussi un autre moment émotionnel qui est extraordinaire, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, quand Lucien Febvre se fait l'avocat de Pierre Gouroux, qui était un géographe, et de géographie essentiellement coloniale, comme on disait alors. Et Febvre fait un long, très long, parce que Febvre avait la parole longue. Oui, ça irritait d'ailleurs ses collègues un petit peu. Il parlait beaucoup, il s'écoutait parler un petit peu.
beaucoup. Et il faisait beaucoup de questions rhétoriques, qui sont des questions qui impliquent la réponse, et naturellement une réponse positive. Hein, bon. Et donc il fait un très long discours sur ce qu'était sur la géographie, sur l'œuvre de la personne qui pourrait remplir cette chaire, occuper cette chaire, personne qu'il ne nomme pas. Et tout d'un coup, il s'arrête et il dit, mais derrière cette personne, ça c'est noté, le rapport est très oral. Il dit, cette personne, il y a un homme. Et là, il dit, il faut maintenant que je rappelle un moment important, une des dernières discussions que j'ai eues avec Marc Bloch. Marc Bloch, qui menait la vie héroïque de la résistance, etc. Et l'une des dernières conversations donc que j'ai eues avec Marc Bloch m'a parlé de Pierre Gouroux, donc le nom de la personne, me disant « c'est un géographe, mais c'est aussi un homme, ne l'oubliez pas ». Et il dit, et Fèvre termine « Messieurs, j'exauce ce vœu ». On est en 1946, donc après-guerre, quand l'historien martyr, en quelque sorte, depuis l'autre monde, fait son choix pour un homme, Gouroux, qui avait eu aussi un rôle dans la résistance. Donc là, il y a un climat émotionnel extrêmement dense. Et ce que je veux montrer, c'est que dans ces élections, bien sûr, jouent des éléments intellectuels, des éléments rationnels. D'ailleurs, tous ces gens qui se présentent sont bardés de titres, ont publié, etc. Mais il y a des moments où des éléments émotionnels font pencher la balance d'un côté, de l'autre. Vous avez évoqué Marc Bloch, il y a une belle page de votre livre qui rappelle, même si c'est des mots très contenus qu'avait employé Marc Bloch à cette occasion, quelle a été sa douleur lorsque, durant l'occupation, il a perdu sa bibliothèque, ses notes de travail irremplaçables, et ça permet d'évoquer à travers ce cas particulier et douloureux du fait de la spoliation et des lois antisémites, ça permet d'évoquer plus largement le rapport affectif des chercheurs à leurs matériaux, à leurs objets, à leur bibliothèque, au fait que toute une vie durant s'est constitué un savoir, et lorsqu'on le perd, suite à un accident, suite à un épisode comme celui-ci, c'est évidemment une douleur très grande. Oui, alors là, il y a plusieurs savants comme ça qui ont perdu leur bibliothèque par le fait de guerre, ou comme George Friedman, qui donc avait dû, pour des raisons compréhensibles, quitter Paris, s'était réfugié en zone libre, et avait placé ses notes dans un garde-meuble qui a brûlé. Et là aussi, il y a des lettres extrêmement douloureuses de Friedman sur cette perte de ce matériel qu'il avait mis un temps fou à constituer. Grâce au ciel, il avait le manuscrit pratiquement écrit avec lui, et ce manuscrit qu'il s'empresse à Toulouse d'aller porter dans le coffre-fort de la faculté des lettres, le doyen étant un homme du même bord et protégeant tout cela. La même chose se voit avec Brodel, qui en 1944 à Lübeck, les prisonniers de guerre étaient à Lübeck, et correspondait avec Fèvre par l'intermédiaire de la Croix-Rouge. Je sais pas comment elle a pu savoir que déjà les Alliés commençaient à remonter, et que naturellement, habitant dans le sud de Paris, son appartement risquait d'être exposé, et demandant à protéger sa thèse. Et là, on voit aussi dans des circonstances extrêmement douloureuses combien l'attachement à des papiers qui ne sont après tout que des bouts de papier prend une valeur absolument inestimable. On a évoqué des grands noms de la recherche. Il y a un dernier point, parce qu'on peut pas évidemment aborder tous les aspects de ce livre très riche, un dernier point sur lequel j'aimerais vous poser une question, c'est ce grand moment des années 60-70, des grandes enquêtes collectives en histoire, qui ont mobilisé beaucoup d'énergie autour de grandes questions d'histoire démographique, économique, sociale, l'alphabétisation des Français, le mouvement des prix, etc. Et dans ces grandes enquêtes, qui ont souvent été présentées sous l'étendard de la gloire de la science, de la nouvelle histoire en particulier, d'un grand moment de réussite collective, de fierté collective, on s'est rendu compte plus tard, lorsqu'un retour a été fait, un retour critique sur cet épisode, que ça cachait en fait beaucoup de douleur, beaucoup de frustration, d'inégalité, et notamment, on revient à ce rapport homme-femme qu'on a évoqué au début de l'émission, parce que très souvent, des historiens hommes et bien installés s'étaient appropriés en quelque sorte le travail ordinaire de petites mains de la recherche. Oui, alors là, si vous voulez, il y avait dans ce travail d'équipe, comme on disait, travail d'équipe, a été paré de mille vertus. Et Lana, d'ailleurs,
sinon il y a des travaux qui n'auraient pas pu être faits autrement. Et ce que l'on constate, disons-nous, pour l'histoire, hein, ça se constate aussi en sociologie, etc. Bon, mais ça impliquait aussi d'avoir, comme on disait, des petites mains, des vacataires, qui faisaient le gros du travail, soit le travail de terrain, hein, soit le travail de dépouillement. De saisie, de codage, de codage, des tâches assez ingrates. Des tâches assez ingrates. Et il y a quelques années, à l'occasion d'une célébration d'ailleurs hein, du travail d'équipe en histoire, eh bien il y a des personnes qui avaient été employées à ces tâches, qui finalement ont fait part de ce qu'avait été aussi ce travail, un travail parfois, cela est dit, un travail exaltant. Le sentiment de faire partie d'une communauté laborieuse qui allait ouvrir des perspectives nouvelles, mais aussi des travaux ingrats. Une de ces personnes dit que le travail devenait tellement obsédant qu'elle en arrivait à coder la nuit en rêvant, et aussi la douleur qu'ont pu éprouver des personnes en voyant leur nom effacé du générique, si j'ose dire, et se trouvant au mieux relégué dans une note dans les remerciements, une note de bas de page, et cela est perçu comme une blessure profonde, tellement profonde que 20 ans après dont on en parle. On voit que tous ces enjeux, qu'il s'agisse du recrutement, de la reconnaissance du travail, de gens subordonnés dans une enquête collective, etc., ça renvoie à des questions qui restent tout à fait actuelles pour beaucoup de collègues, de doctorants, de docteurs, d'universitaires, de chercheurs et de chercheuses. Du coup, bien, on va conseiller évidemment de lire ce livre pour retrouver, encore une fois, à la fois cette enquête et ce miroir tendu aux pratiques de recherche et aux émotions qui les accompagnent. Alors, avant de terminer, est-ce que vous auriez un ouvrage à conseiller à ceux et celles qui nous écoutent, pas forcément d'ailleurs sur les questions que nous avons abordées? Oui, j'ai un ouvrage à conseiller, et c'est un ouvrage, c'est le dernier ouvrage littéraire que j'ai lu. C'est une autobiographie littéraire, si j'ose dire, écrite par Jean Rouault, et qui s'intitule Kiosque. Et cet ouvrage a paru fin 2018 ou début 2019. Et c'est un ouvrage qui me paraît intéressant, qui est pour moi intéressant à deux niveaux. D'une part, c'est un témoignage historique, hein, sur une activité professionnelle, celle de kiosquier, une activité qui est en train de disparaître aujourd'hui. Le nombre de kiosques qui ferment est assez grand. Et donc, Rouault offre dans ce volume un tableau sur ce qu'était l'activité des kiosquiers dans la décennie 80. Leur travail, leur relation avec le public, un public parfois assez pittoresque, surtout dans le quartier où Rouault se trouvait. Mais aussi c'est un ouvrage qui m'a intéressé d'un autre point de vue d'une autobiographie littéraire d'un homme qui veut devenir écrivain, qui a choisi ce métier, cette activité de kiosquier pour garder du temps libre pour l'écriture, mais qui, dans le même temps, se heurte, dans les années 80, ce qu'on appelait le textualisme, c'est-à-dire qu'il avait décrété la mort de l'auteur, la mort du récit, la mort de l'histoire, et donc pas de place pour le romanesque, ce qui pour quelqu'un qui était, avait une tendance au romanesque, était quelque chose de très fâcheux. Et là, on voit toutes les anxiétés, les angoisses, aussi l'essai de se plier à une doxa qui ne lui correspondait pas, et d'ailleurs ça ne marche pas. On voit tous ces drames, aussi parfois des enthousiasmes, cette ténacité de Rouault, et c'est un ouvrage aussi où il y a beaucoup d'émotions. C'est que l'histoire a bien fini, puisqu'elle a fini en 1990 avec le prix Goncourt, hein, les chants d'honneur, qui est aussi un très beau livre. Et c'est un livre aussi d'une écriture très très belle, moi que j'aime beaucoup, une écriture, phrase très longue, chez Rouault, qui enserre la réalité, mais pas pour l'étouffer, mais pour trouver dans la réalité ce qui est essentiel. Et je conseille beaucoup de le lire. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions.
La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroleliste et à bientôt pour un prochain épisode.